Salut à tous les amis, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-conf. La première de la saison, trop content de repartir dans le foot. Ça manque quand même, hein, quand on est un fan du Racing Club de Lens, un amoureux du football. C'est vrai que cette période un peu estivale est un peu longue, on a envie d'enchaîner les matchs, de parler, de discuter foot. Là, on est toujours un petit peu dans de la supputation et puis les discussions mercato sont assez limitées tellement c'est barricadé au niveau info, donc il n'y a pas grand chose à dire. Et je vais être franc avec vous, sincère, au niveau du scouting, comme il y a un changement un petit peu, j'ai moins d'infos scouting, donc je vais pas faire des vidéos pour faire des vidéos. Quand j'ai des infos au niveau des joueurs suivis, je le fais. C'est vrai que cet été, c'était beaucoup moins copieux, mais peut-être ça ira mieux l'été prochain quand les connexions seront mieux faites. C'est vrai que c'est pas évident hein, quand les personnes que vous connaissez connaissent un peu moins on va dire le circuit scouting du club. C'est un peu plus comment dire, c'est un peu plus compliqué d'avoir des infos. Donc quand c'est comme ça, on n'est pas dans la broderie. Mais en tout cas, très heureux de démarrer donc cette saison avec cette première conf d'avant-match de Pierre Sage. Mais alors la petite spécificité de cette conf, c'est qu'elle a démarré par le capitaine. D'habitude on voit le coach puis après le joueur, là c'était le joueur et après le coach. Alors est-ce que c'est exceptionnel ou est-ce que ça sera toujours comme ça, on verra bien. En tout cas on va commencer donc par Thomasson, le capitaine. Alors il a un peu évacué le sujet en mode ça m'empêche pas de dormir. Pour le moment il est capitaine. Il a expliqué clairement que Gradit et Sotoka étaient plus anciens que lui et qu'il respectait ça. Maintenant, à voir si ils vont avoir du temps de jeu, les deux que je viens de citer. Et que donc, du coup, est-ce que Thomasson va sortir de ce capitaine? Alors, on se posait beaucoup de questions sur la fameuse prolongation automatique de son contrat. C'était une espèce de chimère qui circulait autour de son cas. Moi, j'avais pas d'infos là-dessus, donc à part en parler au conditionnel, moi, je savais pas trop, pas les détails des contrats des joueurs. Je suis pas à ce point-là dans l'insiderie, puis de toute façon, je suis pas insider, donc j'ai pas ce genre d'infos. Mais en tout cas, il a confirmé qu'il lui restait 1 an de contrat, donc il n'y avait pas de prolongation automatique dans son contrat. Je vous avouerai que c'est peut-être plutôt bien comme ça, parce que prolonger des mecs de quasi 30 ans avec des gros salaires, c'est un peu la merde, parce qu'on le subit encore aujourd'hui, même si certains aujourd'hui osent dire le contraire. L'erreur qui a été commise dans les 18 derniers mois, c'est bien d'avoir prolongé des gars avec des prolongations bien trop longues, avec des augmentations bien trop fortes de salaire. On va pas revenir là-dessus, mais petit à petit, on est en train de nettoyer un petit peu ce bordel. Ça sera sûrement un peu plus calme, un peu plus simple à la fin de l'été prochain, plutôt que maintenant, parce que je pense qu'on fera avec les joueurs qui sont encore là, parce qu'on n'arrivera pas à les faire partir avant la fin du mercato, enfin on verra. Le foot ça va tellement vite, mais en tout cas pour Thomasson, il lui reste 1 an de contrat. Donc il l'a clairement dit, lui il se voit avec le maillot du Racing Club de Lens sur cette saison. Il n'a absolument pas parlé de prolongation, ce qui est assez étonnant, mais je pense qu'il a clairement refusé la prolongation avec lissage de salaire. C'est son choix. Moi, je pense sincèrement qu'il a pas mal de clubs qui le suivent et qui se disent ça sert à rien d'aller prolonger pour toucher 2 fois moins si je peux signer pour un salaire quasi équivalent dans un autre club. C'est un mec hyper intelligent, ça s'entend bien dans sa communication, très bien élevé, bonne éducation. C'est quelqu'un qui prend pas les décisions à la légère, donc je pense sincèrement que là-dessus, il va absolument pas se précipiter sur une prolongation. Surtout s'il y a des clubs qui le suivent et que sa saison est plutôt correcte, il rebondira dès la fin de son contrat dans un autre club. Je pense que c'est une évidence pour lui et qu'une prolongation, c'est pas forcément positif pour lui. On verra bien, hein, peut-être qu'il va prolonger, mais j'ai du mal à croire qu'il lisse son salaire. Ça a été proposé à tous les joueurs avec des gros salaires et une ancienneté. Hein. La prolongation de salaire, de contrat avec lissage de salaire, il y a que Grady qui a accepté et Aguilar. À une moindre mesure parce que je crois que le lissage est un peu moins prononcé pour Aguilar. Mais en tout cas, le seul de la bande des anciens, si on peut dire ça comme ça, qui a accepté ce deal, c'est Grady. Donc voilà, donc je pense que Thomasson, en plus, il ferme pas la porte parce qu'il a clairement dit dans sa communication, on sait le foot peut aller très vite, donc il a pas dit qu'il était à 100% lensois à la fin de ce mercato. Donc on n'est pas à l'abri d'un départ surprise, surtout s'il y a un gros coup d'aligné par un club qui aurait besoin d'un milieu de terrain
avec pas mal d'expérience. Donc aujourd'hui, au tenter, notre ami Thomasson est présent. Alors il a parlé un petit peu de blabla de préparation en disant que c'était une nouvelle méthode. Alors ce qui était très intéressant dans le flot des paroles, c'est surtout le fait que cette méthodologie Pierre Sage est basée uniquement sur le ballon, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup moins de travail foncier sans ballon, qu'ils ont très vite touché le ballon. Moi, c'est une méthode qui me plaît. C'est une méthode on va dire, semi-moderne, c'est-à-dire que c'est une méthode qui existait un peu avant dans le total football, qui a un peu disparu parce qu'il y a une période d'hyper athlétisation du football, et c'est vrai qu'on y revient petit à petit, et Pierre Sage est une des figures de proue de cette préparation football total avec le ballon au centre de la prépa. Donc ça, c'était assez intéressant de la part de Thomasson. Après, il a parlé de l'effectif. Pour lui, il est clairement pas dans un effectif qui est moins fort que la saison dernière. D'ailleurs, dans sa communication d'ambition, bon, il a clairement dit que c'était à la direction de cibler les ambitions du club, mais lui s'interdit rien. Il voudrait faire mieux que la 8e place, donc une ambition européenne. Lui l'affiche avec quand même le statut de capitaine. C'est pas anodin, mais en tout cas, je trouve que ça donne du péchon au discours et c'est pas plus mal. Voilà un petit peu sur ce qu'a dit Thomasson. Il a pas non plus fait des discours exceptionnels qui pourraient faire des exclus. En tout cas, voilà, c'était intéressant à écouter. Il prend des pincettes sur le sujet du Capitana, mais je pense que si c'est le plus titulaire des trois, c'est-à-dire lui, Thomasson, lui, Grady et Sotoka, ça sera lui le capitaine principal de cette équipe. Moi, je trouve que c'est pas une mauvaise chose. Il est au centre de l'équipe. Après, il l'a clairement expliqué dans le Capitana. C'est pas quelqu'un qui gueule dans les vestiaires. C'est pas un mec qui remonte les bretelles du groupe, etc. C'est quelqu'un d'assez calme, d'assez tempéré. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on demande à un capitaine? Peut-être, mais aussi c'est bien d'aller secouer et de mettre un coup de pied dans la fourmilière quand on est sur un moment de moins bien ou qu'on est un petit peu hors du match. C'est pas forcément les qualités de Thomasson, c'est lui qui le dit, hein, c'est pas moi. Donc voilà, à suivre. Mais en tout cas, voilà un petit peu pour Thomasson. Il a parlé de Florian Thauvin, parce que la question était inévitable. Clairement, il a dit que c'était un joueur différent des autres et une qualité technique hors norme. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont il en parle tactiquement. Alors, il faut quand même... Il a démarré à droite dans la prépa parce il remplaçait numériquement l'ailier droite ou le milieu ou l'excentré offensif droit, parce que c'est ni un milieu de terrain ni un attaquant dans le dispositif, c'est plutôt un offensif excentré. Moi j'appelle ça comme ça parce qu'il est pas forcément au milieu de terrain, il est plus devant, mais il rentre beaucoup de l'intérieur, ce fameux offensif excentré. Et dans la prépa face à Leipzig, il rentre à droite, mais il explique bien, et ça c'est tactiquement très intéressant pour la suite, il explique bien qu'en fait, il navigue sur tout le front de l'attaque. Donc on est vraiment sur une position, ça c'est pareil, sur les réseaux, on m'a un peu fait la morale sur le placement de Florian Thauvin. Moi, j'écoute les articles de l'équipe, je les lis. Eux, ils avaient quand même la primauté d'annoncer l'info Thauvin. On a clairement expliqué dans plusieurs articles. Il y a que Bernard Lyons qui a parlé de positionnement d'ailier. Dans les 2/3 des articles qui ont paru sur Florian Thauvin, le positionnement de Florian Thauvin, c'est milieu de terrain offensif à l'ancienne, axe derrière en soutien des attaquants. Ça a été évoqué quand même assez intéressamment par Thomasson, puisqu'il a dit son rôle c'est naviguer sur toute la largeur de l'espace offensif. Ça veut dire clairement qu'il a un espèce de statut de numéro 10. D'ailleurs, il en a parlé un petit peu, il a dit que c'était des statuts qui disparaissaient un petit peu dans le football moderne. Donc on a clairement compris que Florian Thauvin serait en axe, soutien de l'attaquant, mais capable de dézoner, de fuir le contact, de fuir les zones de pression et d'embouteillage pour aller s'exiler à droite ou à gauche, parce que techniquement il est au-dessus du lot, il est capable de le faire. Voilà un petit peu, c'était vachement intéressant. On verra bien ce que va faire Pierre Sage. Je vais en parler après dans le passage de Pierre Sage, mais moi je pense, et je suis pas le seul à le penser, qu'ils vont axer Thauvin clairement derrière deux attaquants. C'est pour ça aussi qu'ils vont faire le 9, parce qu'il manque clairement cet attaquant finisseur pour jouer avec un Thauvin
en soutien, et que du coup il va un petit peu changer sa stratégie, et que le fameux 3-4-3 va évoluer pour devenir plutôt un 3-4-1-2 dans l'absolu. Après, il faut savoir que aujourd'hui, il y a plus que 4 défenseurs pour 3 places, 4 défenseurs centraux pour 3 places. Moi, je pars du principe que ce calcul-là, je vais y revenir dans la conclusion, la défense à 4, je pense que ça reste dans le coin de la tête de Pierre Sage, aux grandes dames des aficionados de la défense à 3. Moi, je pense que quand tu réduis le nombre de défenseurs à 4 pour 2 postes, ça fait 2 doublettes pour 2 postes. C'est quand même assez juste. Moi, je pense sincèrement qu'il va passer à 2 défenseurs, et ça fera 4 défenseurs pour 2 postes. Ça sera quand même mieux que 4 défenseurs pour 3 postes. Pardon, je dis vraiment des conneries. 4 défenseurs pour 3 postes, ça fait même pas un défenseur pour chaque poste. Voilà, désolé, je me suis emballé et je me suis emmêlé les pinceaux. Donc je pense que c'est quand même un peu plus juste d'avoir 4 défenseurs pour 2 postes d'Axio que 4 défenseurs pour 3 postes d'Axio. Voilà ce que je voulais dire. Excusez-moi, j'ai corrigé, j'espère que c'est clair. Mais en tout cas, voilà, c'est pour moi, c'est pour ça que je pense que Pierre Sage garde cette fameuse défense à 4 dans un coin de sa tête. Voilà. Moi, je le vois comme ça, je veux pas d'infos. Mais pour moi, il a pas abandonné ce dispositif qui, rappelons-le, parce qu'aujourd'hui, certains évacuent ça comme si ça n'avait jamais existé, il a joué à plus de 80% avec une défense à 4 quand il était à Lyon. Et aujourd'hui, il joue avec une défense à 3 parce que ça colle à l'ADN que voudrait le club. Ça, moi, j'ai rien contre ça. Mais je pense sincèrement qu'il a les clés du sportif, et que s'il trouve que cette défense à 3 et l'animation offensive qui va avec ne va pas, il repassera à 4 et il jouera en 4-3-3 ou en 4-2-1-3 ou en 4-2-3-1 avec un système différent, et une possibilité d'avoir 3 offensives devant. Voilà, et un milieu de terrain en soutien. Donc moi je le vois comme ça. Mais en tout cas, c'est ce qui est dit dans certains articles, c'est qu'on se retrouve avec une concurrence à 4 pour 3 postes, c'est quand même peu. Donc c'est pour ça que je pense qu'il le met dans un coin de sa tête, l'ami Pierre Sage. En tout cas, voilà un petit peu pour Thauvin, j'ai fait un peu une digression. On va passer à Pierre Sage. Alors Pierre Sage, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit dans cette conférence de presse. Il a un ton posé, calme. Il a clairement expliqué aujourd'hui que lui, il considérait pas qu'il y avait une baisse de qualité de son effectif, qu'il avait plutôt un collectif qu'un effectif. Ça, c'est plutôt intéressant comme communication. Il a avoué, et ça c'est l'info mercato du jour, que Abdoul Samed était en forte partance. Alors il a fait une com autour de lui pour éviter de dire on a eu du mal à s'en débarrasser, mais plouf, Franck Hayes nous en débarrasse à prix d'amis. Donc l'information c'est que Abdoul Samed se dirige fortement vers Nice pour un salaire, pour un transfert aux alentours de 2,5 millions d'euros. Alors ça couvre les 2 dernières années de contrat du joueur. Au final, on fait pas de plus-value, mais on n'est pas perdant, et ça dégage une énorme masse salariale, puisque Abdoul Samed est l'un des joueurs les mieux payés de l'effectif au tenté. Il est un peu au-dessus des mecs à 110 000, si je dis pas de conneries. En tout cas, Abdoul Samed exit direction Nice. C'est un soulagement pour le club. Moi, de ce que j'en sais, le fameux neuf qui est assez fortement avancé par Jean-Louis Léca dans son travail, il y a aussi une part de dégraissage avant de l'officialiser. Alors beaucoup rêvent de le voir annoncé au match face à Lyon. Ça se fait pas forcément beaucoup sur ce type de match. On verra bien. Ça se fait beaucoup en match de prépa, les présentations, mais en match de championnat, je sais pas trop. Je pense surtout qu'il va fuiter après le match, pour peut-être pas trop déstabiliser l'effectif, parce qu'il vient clairement pour être titulaire et donc faire sauter un mec du 11 de départ. Donc je pense que c'est pas très fin d'annoncer un joueur qui sera pas qualifié pour le match de samedi, parce que là on est jeudi, donc c'est trop tard, il sera pas qualifié le mec, à moins qu'il arrive maintenant tout de suite. S'il arrive demain, il sera pas qualifié pour le match de samedi, donc l'annoncer c'est perturber ton vestiaire pour pas grand chose. Autant attendre le match de Lyon et le faire fuiter après. Je pense que ça va se passer comme ça si c'est en cours de finalisation, mais en tout cas le départ d'Abdoul Samed, c'est plutôt une bonne chose. Au niveau de l'effectif, donc on continue un petit peu sur les joueurs pas disponibles. Agbonifo part s'entraîner avec la réserve depuis une semaine avec 2 autres jeunes.
Alors, je vais y revenir après dans l'évaluation de l'effectif, mais pour moi, il y a de grandes chances qu'il parte. Alors, faut savoir qu'on l'a payé très cher, hein, mais ça, c'est le prix du mercato d'hiver, et que je pense que il a flopé, clairement, c'est une erreur, mais qu'il a encore une bonne cote. Maintenant, très compliqué à gérer le joueur. Moi, les retours que j'en ai, c'est qu'apparemment, il avait quand même le boulard et qu'il était assez difficile à gérer, et que du coup, voilà, le club a voulu lui trouver une porte de sortie. Donc pour l'instant, ils s'entraînent avec la réserve. Je pense qu'ils vont réussir à le vendre avant la fin du mercato. Parce que d'après ce que j'ai comme retour, il y a quand même pas mal de clubs intéressés par son profil. Donc à voir. C'est quand même plus facile de vendre avec Bonifo que de vendre Saïd. Voilà. À bon entendeur, salut, parce qu'aujourd'hui, on est quand même en train de dire, bah ouais, on vend tous les joueurs qui ont été recrutés l'année dernière. Bah oui, c'est un fait, mais tous les joueurs qu'on a recrutés l'année dernière, on arrive à les vendre au moins. Parce que là, les autres, ceux qui ont été recrutés il y a plus de 18 mois, ils sont invendables aujourd'hui. Donc c'est quand même très compliqué. On a bien du mal à vendre les joueurs qu'on a recrutés entre deux. Le reste est encore dans l'effectif. Donc bah et voilà, la vérité c'est qu'aujourd'hui on est obligé de dégraisser et pour dégraisser, pour pouvoir vendre les joueurs et les joueurs les plus bankable, bah, c'est ceux qui ont été recrutés l'année dernière parce qu'ils sont jeunes et que il y a des joueurs, des clubs potentiellement intéressés. Aujourd'hui, Zarouri qui a fait une saison mais merdique à souhait, il est parti au Pana assez rapidement. Fulgini, ça fait 2 saisons de merde qu'il fait, il est toujours là. Bah voilà la différence. Lui, il est invendable, il a pas envie de se vendre. Zarouri, il part comme un petit pain, même s'il a fait une saison de merde et que c'est un flop. Donc voilà, la différence, elle est là aujourd'hui entre un joueur de 24-25 ans qui a du potentiel, qui a des choses à montrer ailleurs, et un mec de 28-29 qui est complètement éclataxe, bah tu vends plus facilement le mec de 25 ans. Ce qui veut pas dire que c'est un bon recrutement en soi, c'est un flop, Zarouri, mais en tout cas c'est plus facile à vendre. C'est la même chose pour Agbonifo, c'est un flop, faut le dire, mais la prépa était dégueulasse. Il a clairement pas mis les moyens de ses ambitions, et aujourd'hui ils vont lui trouver une porte de sortie, je pense assez facilement. Voilà. Alors la deuxième info, il y a 2 jeunes qui partent à la réserve. J'ai pas l'info de savoir c'est qui. On va le savoir quand on aura le groupe demain. Très curieux de savoir qui est parti en réserve. En tout cas, l'information par rapport au groupe aussi, c'est le retour de Chavez et de Rémi Labo-Lascari. Chavez sera pas disponible samedi. Rémi Labo-Lascari a apparemment une possibilité d'être dispo, mais je pense pas qu'il sera dans le groupe, c'est un peu tôt, je pense qu'il pourra faire être préposé au groupe peut-être le week-end prochain, je pense pas qu'il sera dans le groupe là, on verra bien en tout cas. Est-ce qu'il sera mis à disposition de la réserve pour les matchs de prépa, faire un petit match? C'est une possibilité parce que la réserve elle joue pas tout de suite je crois. Mais en tout cas, Chavez lui reprendra l'entraînement collectif la semaine prochaine. C'est une bonne nouvelle pour lui, il a assez galéré le pauvre malheureux, avec presque l'erreur médicale qui a été commise sur son cas. Je pense qu'il revient de loin. Maintenant, à voir son avenir au club, on verra bien l'utilité qu'en aura Pierre Sage au cours de cette première partie de saison. Je pense pas qu'il partira au cours du mercato là, mais si ça se passe pas bien cet hiver, à mon avis, ils lui trouveront une porte de sortie au mercato hivernal. Déjà lui, il était pas chaud pour apparemment, il était pas chaud pour rester, donc voilà à suivre. Et du coup, par rapport à ça, il y a une phrase très importante de Pierre Sage. Les 22 joueurs et les gardiens sont disponibles. Mais c'est pas une phrase anodine. Ça veut dire qu'il a réduit son groupe à 22. Faut savoir qu'on a quand même 30 joueurs sous contrat actuellement. Donc lui, il parle de 22 joueurs et les gardiens. Je sais plus s'il a dit 3 ou 4 gardiens. Je sais plus. Je crois que c'est 22 joueurs et 3 gardiens. Si j'ai bien entendu. Enfin bref, vous me corrigez s'il a dit 3 ou 4 gardiens. Mais en tout cas, c'est important. Ça veut dire qu'il a réduit son groupe. Au moment T, le groupe est réduit à 22 joueurs. Donc la vérité, c'est que le groupe qu'on va voir convoqué demain par Pierre Sage, ce sont les joueurs retenus par Pierre Sage pour faire partie de l'effectif 2025-2026, hors recrues supplémentaires. Voilà, tout simplement. Ce qui veut dire que certains jeunes qui feront pas partie de ce groupe, eh ben, ils seront en réserve ou prêtés à la fin de ce mercato. Lens a plutôt l'envie aujourd'hui d'attendre un petit peu et de faire les prêts à la fin de ce mercato pour être sûr de son coup, éviter des blessures et devoir recruter, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Il y a une prudence du club qui veut attendre le dernier moment pour effectuer les prêts, pour pas se retrouver bloqué avec un joueur blessé qu'il faudrait remplacer en recrutant, plutôt qu'en envoyant un jeune à sa place, qui voudrait dire économie au niveau transfert et salaire. Donc voilà un petit peu le topo, mais c'est très important que Pierre Sage ait souligné ça. Son groupe est arrêté au moment T,
hors mercato, ce qui veut dire que voilà, il a fait ses choix dès le départ avec Lyon, puisqu'il a parlé d'un groupe défini de joueurs. Alors il a parlé de cette prépa où il a remis en haut ses 3 préceptes, c'est-à-dire le pressing, garder les ballons, jouer dans la prise de profondeur, dans la création d'espace. Il trouve que tout ça s'est bien goupillé sur cette prépa et que ce pressing a été plutôt bien intégré par les joueurs. Ce qu'il souhaite aujourd'hui, c'est que ce pressing soit sur 90 minutes. Il est revenu sur le mauvais match face à la Roma, qu'il a trouvé avoir été gommé par la prestation face à Leipzig. Je suis plutôt d'accord avec lui, parce que face à Leipzig, j'ai revu le match, etc. C'était quand même vraiment intéressant, encore plus quand Thauvin est rentré. Et je trouve que son analyse est plutôt juste. Voilà. Pour lui, il a un groupe collectif qui tient la route, avec des jeunes intéressants. Pour lui, il a pas perdu, même s'il a vendu des valeurs individuelle très forte. Pour lui, il a créé un collectif qui tient la route et qui va encore s'étoffer dans les dernières semaines du mercato. Voilà. Ça, c'est les infos que j'ai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le mercato est loin d'être terminé dans les arrivées. Il y aura le 9, peut-être une possibilité de faire un autre joueur, c'est ce qu'on me dit un petit peu, c'est ce qui tourne un petit peu dans ce que j'ai pu avoir comme information. On verra bien si tout est possible, ça va beaucoup dépendre du niveau de dégraissage de l'effectif. Il a parlé de Thauvin, il a été assez malin, clairement, en disant je ne peux pas vous dire si Thauvin va jouer ou pas, mais en tout cas il peut jouer plus que ce qu'il a joué face à Leipzig. En fait, il veut pas dire si Thauvin est titulaire ou pas, parce que ça change tout son organisation de jeu. Voilà, clairement, c'est le joueur qui va changer tout dans le dispositif de Pierre Sage, et ça, je pense que c'est admissible pour tout le monde. Mais en tout cas, il a parlé de préparation spéciale et de de dispositif assez spécial pour jouer face à Lyon. Donc on verra bien ce que va concocter notre ami Pierre Sage pour ce premier match à Bollaard. J'y serai avec un grand plaisir, j'ai hâte de démarrer cette saison. Mais en tout cas, voilà, je trouve que dans tout ce qu'il a dit, il y avait quand même des choses très intéressantes de la part de Pierre Sage. Et j'aime beaucoup sa manière de parler, assez calme, assez posée, avec des mots bien utilisés. C'est très intéressant. C'est très intéressant, j'ai hâte de l'avoir en conf d'après-match du match d'après, parce qu'il va revenir sur son match de Lyon, et j'ai hâte de voir un peu ce qu'il va nous parler au niveau foot. J'ai trouvé les questions de la conf de presse beaucoup plus intéressantes que ce qu'on avait l'année dernière, j'espère que ça va continuer comme ça. Il n'y a pas eu de questions mercato, mais ça je pense que c'est une demande du club. Aujourd'hui le club est assez fermé sur les infos mercato, donc je pense que les journalistes, on leur a dit il répondra pas, personne répondra, donc il n'y a pas eu de questions sur le mercato. De ce que j'en ai vu. Après la partie off, alors ça c'est un aparté, hein. C'est vraiment une catastrophe. Hein. C'est une catastrophe. Parce que les conférences de presse du début à la fin, elles étaient quand même hyper intéressantes. Pour le plaisir de 2-3 journalistes, aujourd'hui, on a privatisé ces confs. Moi, je trouve que c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. D'ailleurs, il y a des sites qui avant faisaient des lives, ils les font plus. Alors, est-ce que c'est un gentleman agreement avec les autres journalistes? Mais c'est dommage, je trouve ça vraiment catastrophique. Qu'est-ce que ça les tue que les gens soient obligés de faire du clic-clic pour voir la suite de la conf. En plus, comme il y a une réactivité quasi zéro des journalistes, faut attendre 3 heures pour avoir la suite de la conf, c'est dramatique. Enfin, franchement, les gens, ils font clic-clic aussi si on a vu l'intégralité de la conf, parce que des fois, t'entends pas tout, ou t'as peut-être raté un peu la conf, ou tu t'en vas, et donc tu cliques quand même sur les articles. Donc je trouve ça complètement lunaire. Mais bon, bref, aparté terminé là-dessus. On va passer donc à la conclusion de cette vidéo. La conclusion aujourd'hui, c'est que Pierre Sage est en mode j'ai envie d'y aller. On va voir un peu ce qu'il va concocter. Il a arrêté son groupe au tenté, c'est-à-dire que sur les 30 joueurs sous contrat, là on est entre 28 et 30 joueurs sous contrat, il a arrêté un groupe de 22. L'information, c'est qu'Agbonifo est parti en réserve, que deux jeunes joueurs l'ont suivi, on verra qui c'est. Mais en tout cas, il y a un groupe de 22 joueurs. Est-ce que c'est ce qu'il va faire dans l'avenir de ce groupe de joueurs pro? Ben on verra, mais en tout cas, s'il l'arrête à 22, ça veut dire qu'il y a au moins 6 ou 7 joueurs qui sont sur le carreau. La concurrence va être rude, va être très très rude. C'est pour ça que je me dis qu'il y aura sûrement pas de future prolongation, parce que je pense que prolonger des joueurs, c'est handicaper le mercato futur. Donc on verra, mais en tout cas, c'est l'information de ce match.
Moi, ce que j'en pense, c'est que, à mon avis, Florian Thauvin démarrera peut-être post-match, mais en tout cas rentrera très tôt. Et s'il le démarre, il sortira très vite. S'il est en forme, il va peut-être faire 60 minutes. Derrière, un autre joueur va rentrer avec un autre dispositif. Selon le score, ça sera peut-être un peu plus défensif, on verra. Mais en tout cas, il fera pas tout le match, c'est logique. Je pense qu'il sera à 100% pour jouer au match d'après. À mon avis, c'est comme ça que je le ressens personnellement. On va jouer avec une défense à 3, mais je pense que cette fameuse défense sera évolutive au cours de la saison. Je peux me tromper, hein, mais c'est mon sentiment. Parce que le nombre de défenseurs axiaux est quand même réduit par rapport au nombre de défenseurs axiaux qu'il faut sur le terrain. Donc je pense qu'il s'empêche pas, Pierre Sage, de rebasculer à 4 avec 2 postes doublés. Et il a largement de quoi faire avec les latéraux, parce qu'il y a de quoi faire en repassant à 4 derrière. T'as Machado, Udol en latéral gauche, et puis de l'autre côté, on va dire comment dire, Grady et Aguilar, voire peut-être même Sotoka qui pourrait basculer dans un rôle de latéral un peu plus reculé. Donc t'as largement de quoi faire. Donc voilà. Après là, c'est pas une info, hein. C'est mon ressenti. Ça tombe, il va passer à 3 toute la saison et je vais me tromper. Après, j'entends beaucoup de choses par rapport à ça. Moi, j'ai rien contre la défense à 3. J'ai jamais caché que j'étais plutôt fan du 4-3-3 ou du 4-2-3-1, mais je suis absolument pas contre le 3, la défense à 3. Mais bon, pour moi, le 3-6-1, le 3-5-2 avec 2 milieux de terrain offensifs, pour moi, c'est de la négation du football, c'est dégueulasse. Le 3-4-3, c'est vachement kiffant, mais c'est très très coûteux en énergie et ça te nique ton milieu de terrain parce qu'il te reste plus que 2 milieux, parce que sinon c'est pas un 3-4-3. Donc c'est vrai que c'est assez particulier comme dispositif, mais je suis pas contre. Moi j'aime bien le 3-4-3, mais c'est hyper offensif et c'est pour moi une animation en cours de match. Maintenant, le 3-4-3 avec un milieu de terrain offensif, ça tient plus la route, mais dans ces cas-là, moi je trouve que c'est plus un 3-5-2. Mais voilà, je suis pas anti défense à 3, c'est n'importe quoi. Je suis anti dispositif qui est nul devant, quoi. Parce que pour moi, le football lensois, c'est pas une défense à 3, c'est d'être offensif, d'y aller et de taper dedans. Quand tu mets des milieux de terrain offensifs incapables de donner des ballons à ton attaquant, tu représentes pas le football offensif lensois. Voilà, pour moi, le football lensois, c'est un football agressif et offensif. Le 3-6-1, ça a jamais été un dispositif offensif pour moi, ça pue de la gueule, comme le 3-4-3 avec 2 milieux de terrain offensifs, c'est dégueulasse aussi. Voilà. Donc c'était pour conclure cette fameuse histoire d'animation, parce qu'on me prête des propos qui sont absolument pas les miens, mais bon, on prête aussi des propos qui sont absolument pas ceux de Joseph Ougourlian ou des journalistes pour aller dans le sens des affirmations des gens. Donc bon, après, quand tu veux discuter comme ça, c'est un peu compliqué. Bon bref, à partie terminée de cette conclusion, j'ai hâte d'aller voir ce match. Peut-être il y aura un short du groupe demain soir, ou samedi matin, je ferai le short du groupe avant le match, ça peut être intéressant, à quelques heures du match, parce que du coup demain je suis un peu en Java, donc j'aurai peut-être pas le temps de faire ce fameux short, donc je le ferai je pense dans la nuit, et puis le short je le sortirai samedi matin, ce qui permettra d'avoir mon avis sur le groupe, et peut-être sur la compo. Hein, pour ceux qui débarquent, la plupart du temps, je fais un short au groupe en fin de journée, quand le groupe est sorti, je vous donne mon ressenti sur le 11 de départ et comment va jouer le coach. Je peux réussir des fois à avoir le bon, des fois je me gourre, parce que je suis pas coach. Mais en tout cas, ça plaît souvent, c'est vachement bien vu de la part des gens qui me suivent sur la chaîne, parce qu'ils aiment bien voir mon sorti sur le groupe convoqué et des possibilités d'animation de 11 de départ. Donc on verra, mais je pense que le short sortira samedi matin. Voilà les amis, allez, ciao, salut.